Et bonjour à tous, merci Gilles, donc Catherine Decaux, directrice du Comité 21. On tenait à avoir effectivement deux tables rondes qui seraient le fil rouge de cet après-midi. Pour le Comité 21, vous savez, on rentre donc dans une troisième décennie et bien plus après. Pour nous, c'est une inscription dans la transformation des modèles qui sont à l'œuvre actuellement. C'est l'inscription dans la réalisation des objectifs de développement durable. Et donc, on souhaitait faire une progression dans ces deux tables rondes auxquelles vous allez assister dans un instant. Une première table ronde qui s'intitule « Transition économique ou crise écologique », parce qu'on interroge bien entendu le terreau et le contexte dans lequel tout cela s'inscrit, avec un contexte de crise, mais qui est pluriel, et dont on va, dans un instant, développer un certain nombre de facettes. Mais bien entendu, il y a cette question de la transition, du cap, de l'orientation qui peut fonder un nouveau projet de société collectif. Et c'est ce qui nous amènera vers la deuxième table ronde, qui est sur la question de la gouvernance. On parlera très certainement de l'ODD 17, celui auquel on tient tout particulièrement, puisque c'est l'approche et la carte d'identité du Comité 21. Et donc comment ces partenariats multi-acteurs et le renouvellement d'une gouvernance peuvent permettre justement ces transitions et un avenir durable pour une société renouvelée et qui a relevé les défis que nous connaissons. Voilà, donc je vais laisser la place à Andrea Goulet pour animer les deux tables rondes. Et je remercie beaucoup les intervenants qui ont accepté d'intervenir aujourd'hui à nos côtés pour cet anniversaire. J'invite pour cette première table ronde Roland Quérol, Marc-Olivier Pady, Arnaud Poissonnier et Roland Su. Roger Su. Excusez-moi. Merci à tous d'être ici. On va parler de notre monde qui est en crise, des différentes étendues de cette crise et de comment réinventer ensemble un imaginaire commun, comme on le disait tout à l'heure. Est-ce que vous pourriez peut-être vous présenter très rapidement, nous parler un peu de vos axes de travail et des projets que vous portez? Bonjour, merci de m'accueillir parmi nous, je suis ravi d'être ici. Donc, je suis Arnaud Poissonnier, moi je suis un ancien banquier de gestion de fortune et d'affaires qui a basculé dans le monde du numérique solidaire, puisque j'ai créé il y a 8 ans le site internet de financement participatif de microcrédit Babylone, vous connaissez peut-être, qui est devenu aujourd'hui le plus gros site européen de crowdfunding de microcrédit, puisqu'on a financé par du prêt solidaire en 8 ans bientôt 30 000 familles, près de 200 000 personnes au travers le monde par juste une application numérique de désintermédiation de solidarité. Merci. Je m'appelle Roger Su, je suis universitaire et je travaille sur, au fond, sur un peu ce qui a fondé le social, la sociologie, le lien social, et précisément ça tombe bien parce que c'est ce qui est en train de changer. Donc c'est ce qui bouge et c'est ce qui, à mon avis, est un cadre d'explication fort d'une mutation, vous l'avez appelé, je crois, sociétale sur cette table ronde. Voilà, ce qui est sociétal, c'est ce qui fait la manière dont les gens vivent ensemble. Voilà. Oui, oui, ça marche là. Roland Quérol, là ça marche. Je suis politologue, donc chercheur à Sciences Po depuis quelques décennies. Je travaille notamment sur l'étude des comportements politiques comparés en Europe et sur l'influence politique des médias. Et puis j'ai toujours eu en même temps une activité privée, longtemps comme sondeur et aujourd'hui comme conseil aux entreprises. Bonjour, merci de votre invitation. Donc Marc-Olivier Padis, je suis directeur des études de Terra Nova, qui est donc un think tank qui fait des propositions de réformes et de politique publique. Et donc en partie, on travaille bien sûr sur les questions environnementales et en lien avec des associations de la société civile. Merci à tous.
Roland Quérol, est-ce que cette crise aujourd'hui est une crise qui est complète? Quelles sont les composantes de la crise que l'on traverse? Je ne suis pas sûr que je saurais répondre à une question aussi vaste. Je voudrais commencer à vous répondre en disant ceci. Depuis que j'ai accepté l'aimable invitation du Comité 21 de venir fêter avec vous cet anniversaire aujourd'hui, je suis très content de le faire, il s'est passé un événement sur la scène internationale qui a été le Brexit. Et je voudrais partir de là. L'ancien professeur fondateur de Sciences Po, André Siegfried, commençait ses cours sur la Grande-Bretagne tous les ans par la même phrase. Mesdames, Messieurs, la Grande-Bretagne est une île. Alors nous avons à nouveau l'île britannique après cette campagne référendaire qui a été une campagne sur fond croissant de haine anti-immigration et de rêve de grandeur et de construction d'une grande et belle Angleterre. Mais la Grande-Bretagne n'est peut-être pas une île. La campagne républicaine de Trump aux États-Unis se développe sur les mêmes thèmes, surfant sur les thématiques anti-élite de la vieille extrême droite des années 30, et voulant aussi Make America Great Again, ce qui veut dire refaire l'Amérique blanche. C'est comme ça en tout cas que le comprennent ses électeurs. Nigel Farage, le chef de UKIP, en allant au Parlement européen l'autre jour, s'est moqué des parlementaires européens, non sans raison, en leur disant hein, « Vous n'auriez pas cru, il y a 17 ans, quand je suis arrivé là, que nous en arriverions là ?» Eh bien non, personne n'avait pu le croire. Personne n'avait pu croire que Trump pourrait être le candidat d'un des deux grands partis américains. Personne ne peut croire aujourd'hui qu'il sera élu président des États-Unis. La Grande-Bretagne n'est peut-être pas une île. La Pologne, la Hongrie, la Slovaquie, demain peut-être les Pays-Bas, demain d'autres encore peut-être, peuvent s'apercevoir qu'ils sont des îles. Et nous voyons monter... tout de même, de plus en plus inquiet, me semble-t-il, cette résistible ascension des populismes d'extrême droite sur l'ensemble de notre continent. Oh, je voyais dans le Monde d'hier que l'excellent Védrine, qui ne sait plus très bien à quoi sert l'Europe, sait encore moins ce que veut dire populisme. Enfin, Hubert, c'est assez simple, non ? Tu ne sais pas ce que c'est le populisme? Nous, ici, on sait tous ce que c'est. C'est flatter les instincts des peuples, flatter leurs plus bas instincts, surfer sur la haine, la jalousie, la crainte pour construire des projets politiques. Alors je crois, pardon de commencer un peu brutalement cette table ronde, je crois que nous sommes à un moment grave de notre crise culturelle, politique, identitaire. Je crois que nous sommes en 1932 et je crois que nous discutons du sexe des anges. Qu'est-ce qui se passe en France? Je redeviens sondeur un moment pour vous rappeler, si vous ne lisez pas ces données, que dans un pays qui est quand même le pays où peut-être le plus a été fait en Europe contre l'antisémitisme, du point de vue des lois, de la législation, de l'éducation, de l'effort médiatique, de l'effort associatif, il y a aujourd'hui, entre un quart et un cinquième des Français qui, répondant tranquillement à un enquêteur d'institut de sondage en face de lui ou au téléphone, reproduit les stéréotypes classiques de l'antisémitisme des années 30, qui lui dit qu'il n'aime pas trop les juifs, qu'il y a trop de juifs en France, que les juifs ont l'argent, qu'il n'aimerait pas que son fils ou sa fille épouse un juif ou une juive. Oui, un Français sur 4 ou sur 5.
Un peu plus d'un Français sur deux, aujourd'hui, dit la même chose sur les musulmans. Un peu moins d'un sur deux pour les Arabes, un peu plus d'un sur deux pour les musulmans. C'est les musulmans de plus en plus qui, dans les peurs collectives, remplacent les Arabes. Plus d'un sur deux, plus d'une personne sur deux que vous rencontrez dans la rue supporte mal l'existence même des musulmans sur leur sol. Et nous avons, y compris, fait tomber le tabou de la nationalité. À ces gens, je pense au midi de la France, parce qu'ils sont un peu plus vifs dans l'expression, à qui on disait, qui se plaignaient de ceux-là là, qui font sans arrêt du bruit, qui nous prennent les bancs au centre-ville, qui foutent rien, qui font une cuisine qui sent fort, etc. Ali, Mohamed et les autres, quand le sociologue disait « mais ils sont français », ah, ça a arrêté encore il y a 5 ou 10 ans. Maintenant, non, ils sont français, mais ils ne sont pas chez nous. Ils ne sont pas de chez nous, dehors. Le tabou de la nationalité battu en brèche par l'état de notre xénophobie. Ah, je parle de la France, mais soyons clairs, ces chiffres que je viens de rappeler sur les musulmans, ce sont les mêmes dans tous les pays d'Europe. En Suède comme en Angleterre, en Allemagne comme en Italie ou en Espagne, nous avons une majorité de population qui vit dans la crainte et donc l'hostilité à l'égard de générations entières de ceux qui sont devenus pourtant leurs compatriotes. Alors, on est donc dans un pays où la crise est pour le coup gravissime puisqu'il s'agit de la capacité à faire vivre ensemble des gens qui sont dans un même pays, sur un même territoire et qui font une même société. Et nous sommes par ailleurs dans des pays où, au fond, personne ne défend plus un projet social, politique, généreux, encore moins un projet européen, puisque l'ensemble des gouvernants, gauche et droite confondus, pensent que l'opinion ne veut pas de l'Europe, qu'elle se méfie de l'Europe, qu'elle rejette l'Europe, et d'ailleurs que c'est bien ce qui vient d'être vu en Grande-Bretagne. Or, que nous disent les peuples du continent européen? Qu'il faut défaire l'Europe? Non, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Si on dit à des échantillons nationaux représentatifs, comme on le fait régulièrement, à quel niveau est-ce qu'il faut régler des problèmes comme la croissance, le chômage, l'immigration, la sécurité? La majorité absolue de tous les pays d'Europe répondent « c'est au niveau européen qu'il faut le faire, c'est pas efficace au niveau national ». Mais en effet, en même temps, les mêmes Européens dans tous ces pays ont le sentiment que l'Europe fait beaucoup trop de normes et de lois, qu'elle est pleine de technocrates. Bruxelles est considérée comme une hydre partout. Je rappelle qu'il y a moins de fonctionnaires à l'Union européenne à Bruxelles qu'il n'y en a à la mairie de Paris. Vous me direz, il y a moins de jardins, c'est vrai. Donc voilà, et puis les peuples européens n'ont pas envie qu'on leur enlève leur identité, là encore. Et ça veut dire quoi dans les enquêtes, si on va un peu plus loin? Ça veut dire qu'ils ne veulent pas qu'on leur enlève leur modèle social. C'est spécialement vrai en France, qui est persuadé d'avoir le plus beau modèle social du monde, et qu'on leur enlève aussi leurs habitudes culturelles, ce qui grosso modo veut dire leur gastronomie. Donc vous voyez, c'est même plus compliqué, cette histoire sur l'Europe, l'hostilité à un élitisme technocratique normalisateur, mais en même temps la conviction que c'est au niveau européen que les grandes questions sociales et économiques devraient se régler, qu'on est trop petit. J'étais, écoutant les résultats du Brexit et les regardant en détail le lendemain, j'ai été aussi un peu étonné, peut-être vous aussi, par des réactions de certains hommes politiques français. Pas toujours comme on aurait pu les attendre. J'ai vu le plus raisonnable des candidats à la primaire de droite et du centre en France dire qu'il ne fallait surtout pas s'engouffrer vers les possibilités de référendum dans nos pays, parce que ce serait un boulevard pour l'extrême droite. Ah,
il n'a peut-être pas tort d'un point de vue cynique, mais c'est tout de même un problème que les aspirants à la fonction suprême soient à ce point devenus méfiants du peuple qu'ils ne veuillent pas leur donner la parole directement. Alors voilà, mon message ce serait ça, chère présidente, c'est que face aux défis populistes, résistibles mais forts, il me semble que le temps n'est pas plus qu'il ne l'était en 1932, à proposer le ni-ni. Je vous rappelle qu'ils ont eu von Papen et Hitler. À débattre sur qui pourrait bien être le meilleur candidat pour la gauche au premier tour de la présidentielle, pour l'écologie, ou pour qui que ce soit. Je crois que le problème, plutôt, même si tout ça, il est logique que ça occupe certains esprits dans les boutiques politiques, il me semble que le problème de l'affrontement de cette crise particulière, profonde que nous vivons aujourd'hui, ce serait de bâtir, en mettant les gens dans le coup, des projets de vivification de la démocratie et de vivre ensemble. Contre les identitarismes culturels nationaux, contre les dérives de l'autoritarisme, qui guettent parfois les gauches comme les droites, contre les dangers de l'ultralibéralisme, je crois, moi, qu'il est temps d'inventer une nouvelle façon plus généreuse, et oui, Gilles Béraud, plus optimiste, plus fraternelle, de faire de la politique. Je dirais, si j'ose employer un mot comme ça devant vous, du comité 21, d'inventer une nouvelle écologie politique, c'est-à-dire la proposition d'une nouvelle manière de vivre ensemble avec nos semblables de notre espèce et avec l'univers et les espèces qui nous entourent. J'ai été assez affolé, je parlais avec certains d'entre vous juste avant la réunion, de voir qu'un candidat, sans doute lui moins sage, à la primaire de la droite et du centre, avait proposé de faire un référendum dès le deuxième tour des législatives de 2017, en même temps, ce qui est d'ailleurs impossible. Il avait proposé de faire un référendum pour revenir sur la limitation du cumul des mandats. Formidable aveu de la part de quelqu'un qui a tenu le pouvoir, du fait qu'on ne peut pas imaginer enlever des possibilités qui ont été données à la vieille politique en y introduisant un peu plus d'horizontalité. Donc voilà, je crois que la crise n'est plus essentiellement économique. Je crois qu'elle a trouvé des chantres irresponsables, et aussi des boucs émissaires. Mais je crois aussi qu'il dépend en partie de nous, qu'après 1932, il n'y ait pas inévitablement 33. Merci. Marc-Olivier Padis, cette crise qui aujourd'hui n'est plus seulement économique, mais déborde dans énormément de domaines, que ce soit le social, le culturel, l'identitaire, est-ce qu'aujourd'hui elle est la nouvelle normalité du XXIe siècle? Est-ce qu'elle est structurelle? Et est-ce qu'elle peut arrêter d'empêcher le vivre ensemble? Oui, on peut se demander pourquoi la crise est la notion à partir de laquelle nous essayons de penser notre situation. Et en fait, je propose d'inverser un peu la réflexion sur le sujet. Bien sûr, comme vous le savez, il y a les crises, comme on les décrit, des crises économiques, le problème énergétique, la biodiversité qui se réduit, l'alimentation, l'eau, etc., en série. Mais ce qui est très frappant dans le cas français, surtout pour quelqu'un de ma génération, qui a toujours entendu parler de la crise, c'est que, dans le fond, la crise, c'est notre manière de nous raconter notre situation actuelle. C'est notre récit collectif. La crise, c'est notre manière de nous raconter ensemble la période que nous vivons, et c'est le cas depuis à peu près 20 ou 30 ans. Je voudrais développer ça, et après expliquer comment on peut passer de l'idée de crise à celle de transition
en se demandant qui vont être les acteurs de la transition. Mais d'abord, je reviens sur l'étymologie de la crise. Comme vous le savez, c'est un mot grec, et la crise, c'est le moment du discernement. C'est le moment où on arrive à faire le tri dans une situation. Mais faire une étymologie sur l'origine d'un mot grec, ça ne dit pas encore exactement la puissance du concept. Il faut aussi comprendre dans quel contexte ce terme était employé dans la Grèce ancienne. Et le contexte, il est très clair. Le terme de crise, c'est un terme qui est utilisé pour désigner un moment de la tragédie grecque. Et ce moment, c'est le moment avant le dénouement. C'est la dernière péripétie avant que se dénoue le drame. Ce qui veut dire deux choses. C'est que la crise, d'abord, c'est un sommet de l'intensité dramatique. C'est un moment particulier dans une histoire. C'est un sommet dramatique. Mais c'est aussi le moment qui réorganise l'intrigue de telle sorte que tous les fils vont pouvoir se dénouer. Donc c'est ce qui permet le dénouement de l'histoire. Et donc ça, c'est la potentialité positive de la crise. C'est la crise qui débouche sur une solution, une issue. Mais ça, on ne le sait qu'après coup. La crise, c'est une notion qui appartient donc à l'art du récit, à l'art de la dramaturgie, mais qui ne prend sens que quand on relit l'histoire à partir de la fin, quand on connaît le débouché. Or, et c'est là où je veux en venir, le problème c'est qu'on utilise beaucoup dans notre contexte la crise comme un terme prédictif, prospectif. Or, prospectivement, la crise n'a pas de valeur heuristique, de valeur de compréhension de la situation. Elle n'a de sens que quand on connaît la fin de l'histoire et qu'on est capable de la re-raconter depuis le début. D'où cette impression qu'on a d'être dans une crise de récit, du récit national, du récit politique. C'est que nous ne savons pas raconter l'histoire. Donc on parle de la crise, mais on se demande bien quel peut être le dénouement. On voit bien que la crise, ça ne peut être que temporaire. À partir du moment où on parle, à cause de l'étymologie, un moment juste avant le dénouement dramatique, si on parle de crise depuis 30 ans, c'est que le terme a changé de signification, qu'il joue un rôle un peu différent pour nous. Et quelle est cette signification ? Je crois que, et qui est très française, il n'y a pas d'autre contexte, il n'y a pas de pays où le terme de crise a la signification aussi centrale, politiquement, économiquement, qu'elle a pour nous. Je crois que ça raconte deux histoires. Dans le fond, c'est une manière de dire le sentiment de décalage de nos institutions. Les institutions qui ont porté l'après-guerre, les 30 Glorieuses, ce que vous voulez, on peut dire le pacte du Conseil national de la résistance, l'État-providence, le compromis gaulo-communiste, le gouvernement éclairé d'après-guerre, tout ce que vous voulez. On sent bien que toute cette histoire c'est fini quelque part au tournant des années 70-80, et on sent aussi qu'il y a une défaillance de nos outils. Et le terme de crise permet à la fois de dire ce manque de perspective, ce manque de récit, et ce manque des outils de l'action où nous nous trouvons. D'où notre difficulté à nous projeter. Projeter dans l'avenir et, disons, cette sinistrose qui, Roland Quérol ne me contredira pas, caractérise de façon disproportionnée l'atmosphère française, à la fois par rapport à sa situation objective sur un certain nombre de critères et par rapport à nos pays voisins. Moi, je fais l'hypothèse que si on parle de crise, c'est que ça sert à quelque chose, ce terme sert à masquer d'autres choses. Il a un rôle, je crois, très profondément d'euphémisation. C'est-à-dire, ça permet de parler mezza voce, doucement, de ce dont on n'arrive pas à parler. D'abord, la crise, ça a comme fonction, le discours sur la crise, de conforter notre passion pour l'égalité. Dire c'est la crise, ça veut dire qu'on est tous embarqués dans la même galère et qu'on est tous égaux dans la difficulté. Et vous savez que depuis Tocqueville, on sait que ce qui caractérise notre impulsion nationale, c'est cette passion de l'inégalité, mais moi je dirais qu'elle est corrigée aussi par une difficulté à nommer la réalité des inégalités. On aime bien parler de l'égalité des citoyens, l'égalité des Français, mais on n'aime pas trop désigner les situations d'inégalité, les discriminations,
quelle qu'elle soit, etc. Donc qu'on peine à combattre. Donc c'est un récit un peu global. Et quand on demande aux gens comment est-ce qu'ils vivent, eux, la période dans laquelle ils sont, là aussi je parle sous le contrôle de l'expert des sondages, on est surpris de voir un décalage qui donne cette impression de malheur public, bonheur privé. Le discours des gens, c'est de dire, moi je sais que je m'en sors à peu près, je m'inquiète pour mes enfants, mais je sais que ça va mal. Ça va mal globalement. Et dans ce ça va mal globalement, ce qu'on cache, c'est qui paye les changements de la transition dans laquelle on est. Je dis donc euphémisation parce qu'on euphémise les inégalités face au changement. Et c'est ça qu'on a du mal à décrire aujourd'hui. Ce n'est pas la crise pour tout le monde, dit autrement. Et cette inégalité face au changement, vous voyez que ça va m'amener sur la question de la transition, puisque nous avons plusieurs transitions devant nous, elle nous impose de prendre en compte en particulier une inégalité dont on n'aime pas parler en France, qui est l'inégalité entre les générations. Parce que toutes les générations ne portent pas la transition de la même façon. Nous ne sommes pas égaux face aux transitions qui nous attendent. Et là, je vais rejoindre Roland Quérol sur l'exemple du Brexit, puisque là, je crois qu'on a atteint un moment assez dramatique et je trouve très injuste de ce vote, où on a vu que les 18-24 ans ont voté à 73% pour rester dans l'Union européenne et qu'ils en ont été empêchés par les retraités britanniques qui, eux, ont voté dans des proportions à peu près aussi importantes dans le sens inverse, alors que ces retraités ont bénéficié de la croissance de l'après-guerre, de l'entrée dans l'Union européenne, du plein emploi, des mécanismes de l'État-providence, et qu'ils sont maintenant à la retraite, et qu'ils ont coupé les jambes aux jeunes qui veulent faire leurs études en Europe, qui veulent la mobilité professionnelle, qui veulent pouvoir voyager. Et on a vraiment cette difficulté, cette inégalité qu'on touche déjà du doigt. Et puisque Roland Quérol a parlé du Brexit, et que vous êtes très studieux depuis ce matin, vous n'avez peut-être pas suivi l'actualité de la journée, qui est le fait que Boris Johnson a décidé de ne pas se présenter à la direction du Parti conservateur. Ce qui nous donne une leçon de politique qui répond à la question d'Hubert Védrine. Qu'est-ce que c'est que le populisme? Moi, j'ai une définition en 3 mots. C'est l'impréparation, l'inconséquence et l'irresponsabilité. C'est exactement ça qu'a fait Boris Johnson. Alors évidemment, je dis ici, nous ne soyons pas impréparés, inconséquents et irresponsables. C'est ça les défis du comité 21 de la transition écologique, c'est ça qui nous attend. Il ne faut pas être inconséquent et inviter les autres à l'être. Alors un mot pour finir, je ne voudrais pas être trop long, mais donc j'ai ouvert cette question de l'inégalité entre les générations, qui est un sujet très difficile, qui est le sujet, un des sujets qui m'intéresse beaucoup sur la question de la transition écologique. C'est comment est-ce qu'on fait une transition écologique en essayant de limiter les effets inégalitaires entre les générations sur ce point de vue-là. Alors, c'est très difficile de prendre en compte les effets d'inégalité entre générations et notre outil d'État-providence n'est pas tout à fait fabriqué pour faire face à ces effets. D'abord parce que nous avons plutôt dans nos outils statistiques des photographies des inégalités à un moment par classe d'âge. Mais là où on résume en classe d'âge, on va dire les gens qui sont à 18 ans, à 60 ans, à un moment T. Mais chacun d'entre nous, comme nous le savons malheureusement, vieillit et nous appartenons pas simplement à un âge à un moment donné, nous appartenons aussi à une génération. Et ce que nous apprennent les économistes, c'est que nous sommes marqués par la génération dans laquelle nous vivons. Nous sommes marqués pas simplement par nos références culturelles, notre vision du monde, nous sommes marqués dans notre destin économique par la génération à laquelle nous appartenons. C'est-à-dire que le moment où nous faisons nos études, le moment où nous entrons dans la vie active, ce moment-là va marquer pour toujours la dynamique professionnelle de chaque génération. Et donc quand on est rentré dans le monde du travail à un moment où l'économie portait les choses, on fait partie d'une génération
relativement plus prospères. Quand on entre dans une période de la vie économique qui est moins favorable, on en reste marqué pour l'ensemble de son parcours. Et comme nos instruments de solidarité sont faits pour des trajectoires professionnelles qui sont ascendantes, on ne sait pas ce qui va se passer pour les générations qui, depuis en gros une vingtaine d'années, connaissent des parcours professionnels plus difficiles, avec une entrée plus tardive dans le monde du travail, plus chaotique, plus précaire, et une vie professionnelle qui devrait être plus lente, mais plus longue, mais avec des outils de solidarité qui se sont affaiblis progressivement. Et donc la grande difficulté, c'est de savoir, est-ce qu'on peut essayer de penser une équité intergénérationnelle face au changement? La difficulté, pour le résumer très rapidement, c'est que si on saisit plutôt les choses en photographie, c'est qu'à un moment T, bon, par exemple pour l'année 2016, on sait à peu près comment organiser, quels sont les transferts entre les différents âges. Mais pour faire le bilan de ce qu'a vécu une génération, il faudrait se situer dans un point de l'espace qui en réalité n'existe pas, c'est-à-dire un point de l'espace qui serait impartial, duquel on pourrait observer l'ensemble des parcours des générations. Alors on peut le faire aujourd'hui pour les générations de la fin du 19e ou du début du 20e siècle, mais pas pour décider aujourd'hui quels sont les bons arbitrages à faire entre nous. Ce qui est certain néanmoins, et ce qui justifie le fait de parler de ce sujet malgré tout, c'est que les choses vont être très compliquées pour les jeunes générations qui arrivent aujourd'hui sur le monde du travail, et plus encore pour les enfants ou les jeunes qui sont en formation. Et il y a des choses à faire dès aujourd'hui pour en prendre compte. D'abord, se rendre compte que nos économies sont de plus en plus patrimonialisées. Ça, c'est ce qu'a montré Thomas Piketty dans son livre sur le capital au XXe siècle, c'est que les effets du capital vont se reproduire davantage. Nous rentrons davantage dans un monde de la reproduction sociale que ça n'a été le cas dans la période d'après-guerre. Pourquoi ? Parce que la redistribution, notamment fiscale, c'est le grand sujet de Thomas Piketty, s'est affaiblie depuis la moitié des années 70, années 80, et d'autre part parce que comme nous vivons dans un monde sans inflation, l'érosion du patrimoine est plus faible que dans un monde où l'inflation, juste après la guerre, était très très forte, qui permettait de redistribuer du patrimoine de façon indirecte, notamment entre les classes sociales, mais aussi entre les générations. Donc il faut se préoccuper par exemple, d'un point de vue économique, de ce mouvement de patrimonialisation, parce que le patrimoine, c'est de la richesse qui est immobilisée, alors qu'aujourd'hui, pour la transition écologique, nous avons besoin d'une fluidité du capital. Nous avons besoin de mobiliser du capital pour l'investir dans la transition des logements, des transports, de l'énergie. Vous connaissez ces sujets-là. Et si le patrimoine, comme c'est le cas en France, est immobilisé, notamment par l'immobilier, parce que nous ne maîtrisons pas assez le marché de l'immobilier qui fixe des parts de plus en plus importantes de l'épargne des Français, eh bien cette épargne ne peut pas être mobilisée pour la transition écologique et il faut la réorienter pour aller vers ça. Donc je voudrais juste finir en disant effectivement quel est le remède à ce discours général sur la crise et ce pessimisme français. Je dirais aussi un peu comme Roland Quérol, d'avoir un discours plus positif. Mais ça, vous l'avez déjà montré, vous avez l'amorce. Je crois qu'aujourd'hui, le discours positif, c'est sur la transition qui marche, c'est sur ce qui change dès maintenant, c'est sur les solutions durables. C'est de montrer tout ce qui, d'ores et déjà, se fait en termes de transition et qui fonctionne déjà. Après, on se rendra compte que les politiques sont en retard sur ce mouvement de la société, mais ça, ce n'est pas forcément une surprise et ce n'est pas forcément grave. Merci. Merci à vous. Roger Su, pour faire face à ces inégalités qui sont croissantes entre les générations et pour faire face aux outils gouvernementaux, sociétaux qui ne sont plus forcément aussi efficaces pour les jeunes générations, est-ce que le lien social peut aider à remettre de l'égalité ou en tout cas aider à trouver des solutions de construction de nouveaux repères de sortie de crise ? Oui, mais quand on parle du lien social, c'est pas quelque chose de fixe, c'est quelque chose qui a beaucoup bougé depuis l'économie
communauté dans le temps, jusqu'au contrat de la modernité, contrat social qui irrigue, enfin qui fait semblant encore d'irriguer notre modernité à travers le travail, démocratie représentative, le rôle de l'éducation. Et au fond, ça ne marche plus, ça ne fonctionne plus. Donc cette idée du contrat social sur lequel on vit encore, et on parle encore du contrat social d'ailleurs, cette idée est pour moi un astre mort. Et je trouve que d'ailleurs une phrase qui est citée dans le comité 21, donc, document de prospective, cité Nicolas Ledoux, architecte d'Arc-et-Sénan, célèbre géomètre, et qui dit, pas très loin de la Révolution française, bien sûr, et qui dit le chaos s'organise, un nouveau monde peut commencer. Ben oui, oui, on en est là. Le travail, ça ne fonctionne plus. Le travail se fait de plus en plus ailleurs. L'éducation, je ne suis pas trop mal placé pour le voir, se situe largement ailleurs que dans les universités. Et au fond, ce que faisait le contrat social, c'était de proposer une certaine forme de lien social. C'est-à-dire une certaine forme, ça a été dit, une certaine forme de vivre ensemble. Et ça, on fait comme si, mais ça ne fonctionne plus. Alors, de l'autre côté, on a le sentiment qu'il n'y a que des individus. D'un côté, ces institutions qui ne fonctionnent plus, parce que le contrat, si vous voulez, ne fonctionne plus ni dans la forme contractuelle des institutions, personne ne croit dans les institutions existantes, ni dans ses promesses, au fond, puisque le contrat social tenait aux promesses, qu'elles soient celles de l'éducation, du travail, d'autres choses. Et l'autre face, c'est de dire, les gens, les individus se sont repliés sur eux-mêmes. Disait Elias, on vit dans une société d'individus. Sauf que les individus ont fait leurs affaires de leur côté. Et on a eu plusieurs surprises sociologiques sur le lien social. L'individualisme, on s'est aperçu, contrairement à ce que l'on avait dit, que c'était pas l'opposition, c'était pas l'opposé de la socialisation. Qu'au contraire, quand les gens voulaient devenir des individus, ils avaient de plus en plus de contact avec les autres. Sinon, c'est Narcisse. Narcisse tombe dans le puits, il ne va pas très loin comme individu. Donc on est individu à la mesure de la socialisation et du nombre de cercles sociaux, comme disait Simmel, que l'on peut entretenir. Je suis d'autant plus moi que j'entretiens des rapports à l'autre. À tel point d'ailleurs que les sociologues ont forgé cette expression, on pense qu'on en veut, qui s'appelle l'individu relationnel. L'individu qui n'est plus lui-même mais qui est toujours en relation. dont l'identité d'ailleurs change sans arrêt. Puis la deuxième surprise, ça a été de voir que cette idée que les individus se faisaient haute de eux-mêmes, c'est-à-dire je suis quelqu'un, elle s'était généralisée et qu'elle avait provoqué un sursaut d'égalité. D'égalité dans le principe de la relation. Tout le monde se prend pour quelqu'un, aujourd'hui. Il n'y a pas que les élites. Avant, on disait « sa vie est un roman », on disait « il a de la classe ». Ces expressions ne fonctionnent plus parce que, précisément, ce qui fait que on est dans une configuration. Alors, si on y ajoute le fait que, effectivement, le temps de travail occupe, dans le meilleur cas, 12-13% du temps de vie, éveillé, 7-8% si on y met le sommeil. Si on y ajoute que, quand même, le niveau culturel a augmenté, et ben, voilà, on a quelque chose d'autre qui s'est construit. Et cette autre chose qui s'est construite, c'est une nouvelle forme de lien social. Et cette nouvelle forme de lien social, elle a quelque chose à voir avec l'association. Je préfère le mot associativité parce que le mot association renvoie tout de suite, et Dieu sait si je le soutiens, à la loi de 1901. L'associativité, c'est une forme de lien social. C'est pas le contrat, c'est pas la communauté, c'est pas l'individu. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de transpirer, au fond, dans tout ce qui fait la nouvelle société.
Alors, je vais donner 2-3 exemples. Le premier exemple que je trouve le plus emblématique, c'est évidemment Internet. Ceux qui croient que Internet est un processus technique n'ont rien compris à l'affaire. Internet existait depuis 50 ans d'ailleurs, et s'est développé véritablement depuis simplement une vingtaine d'années. Sature le marché, comme on sait avec les mobiles, etc. Mais qui peut croire que les médias ne sont pas le reflet exact du lien social? Les masses médias correspondaient à une société de masse. L'imprimerie a correspondu à un certain âge de l'humanité. McLuhan disait le médium, le média si vous préférez, c'est le message. C'est-à-dire que la manière dont on communique est une forme d'information, une forme de communication. Et quand vous réfléchissez à la structure d'Internet, on dit le réseau d'ailleurs Internet. Pas de haut, pas de bas, pas de gauche, pas de droite. C'est une métaphore parfaitement, c'est une métaphore technologique, c'est une médiatisation, c'est précisément une médiatisation du nouveau lien social. Si vous prenez la question de, et je vais faire, parce que c'est une succession un peu monologue, c'est lassant de faire plus, j'essaie de faire court, mais si vous prenez la question de la connaissance, qui au fond s'est toujours incarnée dans les époques historiques avec un grand livre, les papyrus, puis la Bible, puis après la Bible, il y a eu la grande encyclopédie Diderot d'Alembert, chaque fois ça marque des représentations du savoir, la religion, la science. Et aujourd'hui, si je vous pose la question, c'est quoi le grand livre? Voilà. La réponse immédiate, évidemment, c'est Wikipédia. Et Wikipédia renvoie à une forme de construction et de représentation de la connaissance qui n'a aucun rapport avec la Britannica. Aucun rapport. Elle se construit complètement différemment. Je pourrais prendre un troisième exemple. Il faudrait les développer, mais le travail. Le travail, sous sa forme traditionnelle du contrat de travail, on le voit avec la loi travail, le contrat de travail, le travail disparaît. Il disparaît au profit de quelque chose d'autre qui est aujourd'hui l'investissement dans le capital humain. Le travail sur le travail. On passe du travail de la personne au travail sur la personne. Et ça n'a plus rien à voir avec notre société du travail. L'économie de la connaissance n'aura rien à voir avec l'économie du travail. La durée du travail n'aura rien à voir avec la créativité. La question de la manière dont on va faire évoluer cette société de la connaissance, dont on va produire de l'individu et non plus des objets dont on n'a plus besoin de personne pour les faire, eh bien ça va être forcément sur le modèle de l'associativité. Et d'ailleurs, je constate que on en parlait, que les entreprises elles-mêmes d'ailleurs ont tendance effectivement à s'horizontaliser. Et je pourrais développer, on pourrait prendre la question de la démocratie. Pourquoi aujourd'hui, tout d'un coup, ça ne fonctionne plus? Est-ce qu'ils sont spécialement stupides, plus bêtes qu'avant, mauvais, menteurs? Ben non, ils le sont plutôt moins, figurez-vous. À l'échelle, je parle sous ton contrôle, mais à l'échelle de l'histoire, il y a plutôt plus un respect. Mais simplement, effectivement, les individus ne peuvent plus être dans cette verticalité, eux qui vivent quotidiennement dans la sociativité. Et j'en viens donc à ma conclusion pour faire court. Derrière ça, bien entendu, on peut mettre beaucoup de solutions. Ce que je suis en train de dire là, je suis en train de parler d'une boussole. Voilà. Je crois que nous avons désormais, prétention du sociologue peut-être, discuter. Mais en tout cas, personnellement, sociologiquement, si je peux me permettre, nous avons une boussole. Et cette boussole, elle est importante parce qu'elle marque des âges très très forts. La mutation du lien social, c'est une boussole qui permet, si j'avais le temps, je reviendrai sur cette révolution française et je vous montrerai comment s'est créé le travail, comment s'invente le travail à partir de la citoyenneté nouvelle. Le travail n'existe pas au XVIIIe siècle, le mot n'existe même pas.
On invente le travail à partir d'un nouveau lien social, d'une nouvelle citoyenneté. C'est ça qui déclenche le travail. Et c'est ça qui n'existe plus. Et c'est ça qui va réexister sous une autre forme, et sous une autre forme de lien social. Donc c'est ça la boussole. Et derrière cette boussole, alors je pourrais dire, par exemple, sur la démocratie participative, il nous faut une grande assemblée sociale, un CESE renouvelé, avec une manifestation citoyenne. J'ai des tas d'idées là-dessus. C'est la boussole, simplement, que je laisse, ou que je vous propose. Plus exact. 2 mots encore. Le premier, pour dire, mais attendez, c'est quoi le rêveur là qui est en train de parler ? Enfin, il ne voit pas ce que vient de dire Roland Quérol, il ne voit pas toutes les difficultés, il ne voit pas toutes les inégalités que dit Padis. Mais si, je les vois. Mais précisément, nous ressentons ça d'autant plus durement, et la montée des ultras et des extrêmes, elle est due au fait que la société monte quand les promesses descendent. C'est cet effet de ciseau qui fait aujourd'hui la crise. C'est cet effet d'horizontalité versus verticalité. Une société de plus en plus horizontale, avec des aspirations pour tous les individus de plus en plus fortes, face à des promesses qui se délient. Un dernier mot concernant plus précisément l'objet qui est celui du comité 21. Je veux simplement, d'une phrase, dire que le rapport à l'autre, le rapport aux autres et le rapport à la société induit toujours un rapport à l'environnement. Tant que nous serons dans un rapport d'exploitation contractuel, institutionnel des individus, nous serons dans un rapport d'exploitation de la nature. Si nous passons au niveau, effectivement, d'un lien qui est en train de se développer, qui est celui de l'associativité, nous aurons une toute autre perspective de l'environnement. Je vous remercie. Arnaud Poissonnier, on vient de parler d'Internet et la fille de Gilles Béraud sera d'accord avec nous pour dire que Internet fait partie des choses qui démarquent notre époque des époques précédentes. Quel est le rôle d'Internet dans le lien social qui va donner un élément durable à notre développement, et comment est-ce que Internet va permettre de créer des nouveaux modèles plus horizontaux ? D'abord, c'est salaud de m'avoir fait passer à ces trois-là, parce que... plusieurs choses. D'abord, juste rebondir un petit rebond sur l'histoire du Brexit et des jeunes Anglais. Les jeunes Anglais qui ont voté donc 73% pour le maintien dans l'Union, alors que leurs vieux leur dit non, reste à la maison, c'est juste un truc, effectivement un truc de dingue. Mais fondamentalement, ça montre une chose, c'est que les jeunes fonctionnent, les jeunes vivent en communauté. On le sait, les jeunes vivent en réseau, vivent en communauté, et ça, c'est un des gros effets d'Internet. Mon fils, qui est un petit geekounet qui passe son temps derrière son ordinateur, l'autre jour il me dit je suis en discussion avec Mourad. Je dis c'est qui Mourad? C'est un pote à toi de l'école. Il me dit non, il est en Australie, on fait des jeux. Je dis bon, d'accord. Les jeunes vivent en communauté. Et je pense que l'Union européenne a fait une erreur magistrale dans le choix de son nom. Il y a quelques années, on a basculé sur le nom Union européenne, alors qu'avant, moi quand j'étais gamin, on appelait ça la communauté européenne. Eh bien aujourd'hui, on a un décalage monstrueux entre les jeunes qui vivent en communauté et l'Europe qui a décidé de s'appeler l'union de pays, alors qu'en fait le sujet c'est pas une union de pays, c'est une union d'une communauté d'habitants de cette Europe. Et donc il y a cette espèce de contradiction incroyable entre la façon de vivre des jeunes en communauté, notamment grâce à Internet, et aujourd'hui le concept d'Union européenne, qui est une union d'États, avec tout ce qui peut se passer derrière, dès lors que les États sont politiquement plus cohérents, voire dangereux entre eux, etc., etc. Gilles disait tout à l'heure dans son introduction, dans son propos introductif, il a parlé de 3 mots, j'ai noté la liberté, s'alléger et optimisme. Et moi je trouve que, quand j'entends Roger qui parle d'associativité, oui, aujourd'hui, nous on a dans le numérique un message extrêmement optimiste. Parce qu'effectivement, le numérique est en train de créer une révolution dans la reconstitution du lien social qui est absolument étonnante et qui est tout à fait inattendue. C'est-à-dire quand on parlait de l'apparition d'Internet il y a une vingtaine d'années, au début il y a 3 phases d'Internet. La première, ça a été l'apparition des sites de e-commerce, donc c'était l'Internet de la transaction,
Puis après, au bout de 7-8 ans, on a dit ouais, ok, mais il faut passer à autre chose. On est passé à l'Internet du contenu. Alors là, il fallait agréger du contenu, des gens pour les monétiser, etc. Et on est en train de découvrir que l'Internet est en train de basculer depuis quelques années dans ce qu'on appelle l'Internet d'empowerment. Alors c'est un mot saloperie qu'on n'a pas traduit en français. Hein, nos amis les Québécois disent capacitation. Hein, mais la capacité que permet aujourd'hui Internet de mettre les gens en connexion entre eux de manière complètement désintermédiée, en permettant la reconstitution du lien social par le numérique, et aussi l'empowerment, c'est la capacité qu'on a chacun de se mettre au boulot et d'être en toute autonomie, d'être en liberté par la capacité d'être son propre porteur de projet, de son propre entrepreneur, etc. Je vais raconter une anecdote moi, qui m'a marqué. Il y a 2 ans, c'était dans l'Est de la France, il y avait une famille qui avait un couple qui avait un garçon de 15-16 ans, donc à peu près comme mon fils, et le gamin, comme mon fils, était enfermé toute la journée dans sa chambre. Quand vous êtes parent, vous avez connu ça, c'est un peu flippant quand vous avez vos ados qui s'enferment et vous ne savez pas ce qui se passe derrière la porte. Et ses parents ont eu l'idée ont demandé, réussi à négocier avec leur gamin, d'avoir un rendez-vous avec un psy. Donc le psy vient à la maison, rencontre le gamin, et quand le psy est sorti 2 heures après de la chambre du gamin, le psy est venu voir les parents leur disant « Mais en fait, votre enfant va très bien. Le seul problème, c'est qu'il gagne plus que vous. » Le gamin, ça faisait 1 an qu'il était vissé derrière son ordinateur, il créait avec un logiciel 3D des petits objets qu'il fabriquait, qu'il vendait sur eBay, et en fait il était devenu entrepreneur en chemise dégueulasse derrière son ordinateur, et il gagnait plus de fric que ses parents. Et bien c'est ça qu'on appelle l'Internet d'empowerment, hein, donc la capacitation numérique, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais quelque part oui, qui est la possibilité que permet le numérique de tous s'emparer de nos vies, dans le cadre d'un projet professionnel, d'un projet d'auto-emploi, etc. Et c'est là que, pour rebondir sur ce que disait Gilles, moi je suis extrêmement optimiste face aux crises à répétition qu'on se prend, etc. Parce que la crise, hein, le fameux chaos, c'est le chaos de l'intermédiation. C'est le chaos des grands secteurs économiques intermédiaires, qui sont attaqués violemment par les applications numériques. C'est le chaos du travail intermédiaire. Alors en France, ça fait peur, hein, parce qu'on dit ça à Martinez, on va désintermédier le travail en France, parce qu'on va laisser de l'autonomie dans les entreprises, etc. Il flippe totalement. C'est les fondements de son syndicat qui sont en jeu, mais fondamentalement, c'est ça qui joue. C'est le sujet de l'intermédiation, l'intermédiation du travail, l'intermédiation des secteurs économiques, qui sont attaqués par toutes ces applications numériques qui sont extrêmement violentes. Hein. C'est l'ubérisation, comme on dit, mais fondamentalement la désintermédiation numérique, d'accord, qui est en train de détruire beaucoup d'emplois. Il y a une étude de l'OCDE qui est sortie récemment qui expliquait que dans les 10 années qui viennent, il y allait y avoir 5 millions d'emplois détruits juste par la révolution numérique. Okay. Mais en même temps, cette révolution numérique est une révolution de désintermédiation et de reconstitution du lien social par le numérique, est porteuse d'espoir incroyable, puisqu'elle est porteuse de la capacité qu'on a tous de se prendre en main, de gagner notre vie nous-mêmes, d'être nos auto-entrepreneurs, etc. Alors c'est très choquant quand on parle ça dans des grandes conférences sur le travail, hein, surtout en France. Et on a une zone d'orage incroyable aujourd'hui entre le monde de la désintermédiation et la conception du travail qu'on a chez nous, qui est une conception du travail extrêmement structurée, intermédiée, monolithique, gouvernée par le code du travail, etc. Mais c'est ça qui est en train de se jouer. Et quand on regarde par exemple le phénomène aux États-Unis, la grande mode, c'est pas la discussion sur la loi du travail, c'est ce qu'on appelle les freelancers. Aux États-Unis, 44 millions de freelancers, qui sont des gens qui travaillent en toute autonomie, qui ont repris possession de leur vie et de leur autonomie et de leur liberté au travail, notamment grâce à la simplification de la mise en commun des gens, la simplification de la transaction grâce au numérique. C'est l'Internet d'empowerment. Et demain, je pense que s'accrocher au travail tel qu'on le conçoit, au travail intermédiaire, c'est sûrement très bien, mais je pense que l'avenir, il n'est pas là, et l'espoir, il est dans le numérique, dans ce qu'apporte le numérique, c'est-à-dire la capacité du numérique à nous mettre en capacitation, tous, les uns et les autres, notamment les jeunes, demain. Il y en a un qui parle très bien de ce sujet-là, c'est Jeremy Rifkin. Donc j'ai vu des affiches tout à l'heure sur la 3e révolution industrielle, mais le livre après la 3e révolution industrielle de Rifkin, lisez-le, hein, l'économie du coût marginal à zéro. Où Rifkin nous explique que la révolution numérique est en train d'amener les économies vers des économies dans lesquelles le coût marginal du bien et du service tend vers zéro. Ah oui, forcément, dès que vous créez une application
Moi qui me permet d'échanger ma tondeuse de jardin avec Roland Quérol sans passer par Kiloutou ou L'Oxam, forcément, ça détruit la richesse. Et c'est ça qui est en train de se passer, dans tous les secteurs. Et Rifkin explique que la désintermédiation numérique est extrêmement destructrice quelque part, en même temps, a une vertu incroyable, c'est qu'elle recrée de l'associativité, elle recrée du lien social. Et à titre d'exemple, Rifkin nous montre, par exemple, aux États-Unis, le secteur qui grossit le plus actuellement. Je vous le donne en mille, d'après vous. En général, dans les conférences, on me répond c'est la technologie. Mais non, c'est pas la technologie. Le secteur qui croît le plus aux États-Unis actuellement, c'est le secteur dit des communes collaboratives, c'est-à-dire le secteur de l'entraide, de l'interaction personnelle, du monde du caritatif, de l'associatif, etc. Parce que face à la destruction de richesses créée par la révolution numérique, on a un phénomène de destruction relative du pouvoir d'achat, et que face à la destruction d'emplois, la destruction relative du pouvoir d'achat, eh bien les acteurs économiques que nous sommes ont tendance à se regrouper entre eux, à réagir en meute communautaire pour reconstituer ce qu'ils ont perdu. Donc le pouvoir d'achat qu'on a perdu quelque part, eh bien on va le reconstituer en s'aidant entre nous, par exemple, avec de l'associatif, avec des applications communautaires, sociales, etc. Moi qui travaille dans les bidonvilles, dans Babylone, on travaille dans 18 pays, essentiellement dans les bidonvilles, donc on permet aux internautes de prêter de l'argent justement à des gens qui sont en empowerment, des gens qui créent leur business et qui sont financés grâce à un microcrédit. Et bien dans les bidonvilles, c'est l'endroit où vous avez le secteur le plus étoffé, quelque part des communes collaboratives, c'est-à-dire de la solidarité, de l'entraide personnelle autour de soi. Parce qu'il n'y a pas d'autre moyen que s'en sortir. Et bien ce qu'on est en train de découvrir, c'est qu'aujourd'hui l'Internet est en train de créer ce mouvement de reconstitution du lien social. Je trouve que c'est d'une puissance absolument incroyable. On n'a pas fini, loin s'en faut, de visiter les nouvelles applications que va apporter le numérique dans la reconstitution du lien social, dans la recomposition des secteurs économiques, etc. Moi j'ai lancé Babylone, avec ma compagne on est en train de lancer Tombouctou, à lire ton livre aussi, d'accord, où on va créer une application collaborative qui va permettre aux gens qui sont en communauté de vie au quotidien, les salariés d'une entreprise, les mamans à la sortie de l'école, mon club Rotary, etc., de connecter leur bibliothèque entre eux. On va désintermédier le monde du livre. Imaginez, par exemple, dans les déserts culturels, les villages, on a déjà des villages qui sont intéressés par cette application, où on va dire aux villages qui ne sont pas capables de financer une bibliothèque municipale, on va dire, mais c'est pas grave, achetez 50 licences de cette nouvelle application, où 50 de vos villageois qui seront intéressés vont connecter leur bibliothèque entre eux pour créer une méta-bibliothèque du village avec l'agrégation de toutes les bibliothèques de chacun des habitants du village. Quelle puissance en termes de reconstitution du lien social, d'échanges culturels, etc. Et bien cet exemple, c'est un micro-exemple. Tous les jours, on voit des nouvelles applications. Il y a Vivatech à Paris en ce moment, je vous conseille d'y aller en sortant d'ici ou demain, où il y a tout un pan de ces startups d'innovation, de reconstitution du lien social. Je pense que l'avenir est là, et l'économie de demain, en fait, c'est comme ça qu'il faut la raisonner. Il faut la raisonner en désintermédié et en outils d'empowerment et de reconstitution du lien social, et je trouve que c'est absolument passionnant ce qui se dessine devant nous, et je suis moi, au contraire, extrêmement optimiste sur ce qui va se passer dans les années qui viennent. Évidemment, il faut subir l'orage dans lequel on est en attendant, mais derrière, c'est tout ça et plein de promesses. Merci. Merci beaucoup pour cette note d'espoir. Est-ce que vous avez des questions, chers spectateurs ? Oui, bonjour, Ragnar Weissmann. Juste une remarque, j'ai trouvé ça très intéressant, une discussion. Moi, je travaille en France depuis un peu plus qu'une dizaine d'années, et cette notion de crise, elle m'apparaît aussi, depuis des années, c'est aussi une notion pour moi un peu qui est très enracinée dans la culture ici. J'entends beaucoup en développement durable, et pour moi, c'est un peu embêtant, cette terminologie, puisqu'on parlait beaucoup des termes, de la sémantique, quel mot à utiliser. Et le fait effectivement de parler d'une crise, il m'apparaît, on a tendance à focaliser sur un problème. Il y a un problème, il y a une crise, au lieu de focaliser sur la solution. Et on a beaucoup de mal, en fait, d'amener le changement sur le terrain en focalisant sur le problème, pas la solution. Moi, effectivement, je propose toujours aux gens, projetez-vous dans le futur, pensez à la solution, ce qu'on appelle les backcasting, et puis on va voir quel était le problème, et la solution devient beaucoup plus facile. Et je pense aussi,
Je parle plutôt d'une opportunité. Le mot opportunité, je n'en ai pas entendu parler aujourd'hui. Pour moi, c'est une vraie opportunité sociétale aujourd'hui. C'est pas du tout un problème. Moi, je suis scientifique à la base et je vois bien les problèmes aujourd'hui qu'on a au niveau de la pollution de l'environnement, de la santé, pour lesquels on a des solutions depuis plus qu'une dizaine d'années. Les solutions sont là aujourd'hui. C'est plus vraiment un problème. Il faut les mettre en place. C'est pour ça que c'est une vraie opportunité aujourd'hui. Et pour moi, je suis peut-être rêveur aussi, comme vous l'avez dit, mais j'y crois profondément dans cette opportunité. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que l'un de vous veut répondre à cette remarque, puisqu'elle fait une question ? Je veux bien dire un mot sur le mot crise, parce que je suis d'accord avec ce qu'a dit Marc-Olivier Padis sur le mot crisis en grec, mais en même temps, les Grecs avaient une vision circulaire et reproductive de la vie sociale, de la vie politique. Et donc, la crise, c'est toujours le retour ex ante. Et donc, dans le mot crise, c'est ça qui me gêne, c'est qu'au fond, crisis, c'est une petite parenthèse, quoi, ou une grande parenthèse. Et puis après, on revient à l'état, d'ailleurs, c'est globalement la promesse politique qui est faite. Vous retrouverez plein emploi, vous allez retrouver la croissance, vous allez retrouver, etc. Voilà. Donc, ce mot crise, je ne l'utiliserai plus. Je préfère le mot vraiment de mutation. Je pense qu'on est vraiment... voilà, je trouve qu'il y a une ambiguïté derrière le mot crise. Et le mot crise économique, alors me gêne encore plus, parce que quand on réfléchit au mot crise économique, jamais la France n'a connu de décroissance. Alors elle n'a pas la croissance, mais tout le monde sait que les 30 Glorieuses ont été une période tout à fait atypique, extraordinaire dans l'histoire économique, et qu'on est sur un étiage qui est plutôt l'étiage mondial depuis toujours, au fond autour de 1%, donc cette espèce de promesse des 30 Glorieuses ne reviendra pas. Donc, la crise n'est pas économique. On a continué à croître. Par contre, effectivement, les inégalités, et ça c'est vrai, se sont accrues. Donc, c'est pas un problème économique, c'est un problème politique, c'est un problème social, mais c'est pas un problème économique. Puis, par ailleurs, l'économie telle qu'on l'a connue au plan industriel, aujourd'hui, ne fonctionne plus sur les mêmes critères. Une économie de la connaissance, ce n'est pas une économie industrielle. Juste un mot peut-être. Ce que vous avez dit au début m'a rappelé l'histoire juive, vous savez, le rabbin qui dit j'ai une solution, où est le problème? Et moi je continue à penser, je ne suis pas en désaccord avec ce que vous avez dit, mais je continue à penser que c'est pas inutile de savoir à quoi on essaye d'apporter des solutions. J'ai rien contre l'empirisme anglo-saxon, mais il doit me rester quelque chose de vaguement cartésien et archaïque. Vous savez, quand un ministre de l'économie en exercice s'essaye dans un discours public à dire les responsables du djihad, c'est les djihadistes, c'est la violence, mais enfin, il faut que nous nous interrogions sur notre propre responsabilité à avoir entretenu le terreau qui a rendu possible le djihad chez nous et qui met en cause du coup le non-fonctionnement du modèle républicain, comme tu l'as fait Roger, le fait que l'ascenseur social ne marche plus, voilà. Bref, cette espèce de décortiquage que fait ce ministre de l'économie, ça permet quand même d'aller chercher des solutions possibles à des choses auxquelles on n'aurait peut-être pas réfléchi si on n'était pas allé chercher les différentes causes de la crise en cours. Je vous rappelle que ça avait valu à ce ministre la volée de bois vert d'un Premier ministre un peu habitué au coup de menton qui lui avait dit mais quand on va chercher les causes, c'est qu'on excuse déjà. Donc non, moi je ne suis pas pour l'excuse, mais je suis quand même pour l'essai de compréhension, de définition de ce à quoi il faut apporter des solutions. Sans quoi voilà, j'ai peur que quelque chose de très important nous manque, parce que je crois qu'il nous faut à tous à la fois des démarches affectives et des démarches intellectuelles pour affronter des problèmes, et que c'est pas absolument inutile, en dehors du fait qu'on a des solutions en tête, d'aborder théoriquement et pratiquement les problèmes. Merci. Est-ce qu'il y a encore une autre question ?
Très bien. Merci à tous. Merci beaucoup. On va...